Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, l'espace public, autrefois illégalement occupé, est complètement rasé à Flakodi ce matin dans le 5e arrondissement de Cotonou. Cette opération de libération survient quelques jours après les mesures d'accompagnement prises pour soulager les occupants. Dans ce journal, le film de l'opération et les explications du préfet de littoral qui a conduit en personne le processus de démolition. Du soutien pour les sinistrés de Zonyanando, l'Agence nationale de protection civile ANPC était au chevet des populations de cette localité victime des inondations. Les sinistrés ont reçu pour la circonstance des vivres et autres produits de première nécessité. Dans ce journal, nous ferons un tour à Natitengu pour allumer les projecteurs sur les conducteurs de taxi-moto de cette ville. Ils sont généralement appelés Z et comme leurs collègues des autres villes, ils sont sollicités dans le transport des personnes et des biens moyennant rétribution. Quelle moto utilisent-ils et par quelle tenue peut-on reconnaître un Z? Vous le saurez dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. L'opération de libération des espaces publics illégalement occupés se poursuit à Cotonou après Fiyignon 1 dans le 13e arrondissement. C'est au tour de Flakodi, dans le 5e, de subir ce lundi la colère des grues de démolition. Le site a été libéré quelques jours après les mesures d'accompagnement prises pour soulager les occupants. Une fois encore, l'opération a été conduite de main de maître par le préfet de littoral, Alain Oronla, assisté des éléments de la police républicaine. Le film de l'opération avec Narcisse Alossé. Après les séances de sensibilisation de mise en demeure, place à l'action. Tôt ce lundi 18 octobre 2021, les habitants de Flakodi, dans le 5e arrondissement de Cotonou, ont reçu une visite peu ordinaire, celle du préfet de littoral, accompagné d'engins lourds. Ce n'est pas normal que Cotonou, en 2021, soit composé de ghettos, de constructions, certes, en matériaux définitifs par endroits, mais de véritables labyrinthes, des dédales qui ne sécurisent pas la population et qui n'embellissent pas la ville. Il faut donc nettoyer l'écurie et l'instant d'une journée, ces mastodontes ont fait montre d'un appétit sans égard. Dans l'après-midi déjà, des gravats s'étendaient à perte de vue sur cet espace. Les occupants, eux, ont reçu quelques jours plus tôt des chèques de 5 millions de francs CFA par ménage, plus des fiches d'attribution de terrain aménagées en bordure de la mer dans la commune de Semepoudji. Vous avez constaté l'effet de cette procédure, c'est que le site est libéré quasiment aux 2/3. Donc ça veut dire que la planification du gouvernement du président Patrice Talon a fait ses effets. Une fois que nous avons libéré, que nous avons relogé, il n'y a pas de raison que le site prenne des vacances. Pas de vacances donc pour ce site sur lequel est destiné un projet de viabilisation. Ce n'est pas un nouveau projet. Le projet de reconstruction de ce site est un vieux projet qui a traversé les temps et les régimes, mais qui a manqué d'une volonté ferme. Aujourd'hui, c'est chose faite, c'est chose actée. On aura donc un site qui intègre le programme de restructuration et de modernisation du centre administratif et commercial de Gari. Tout un programme de réurbanisation de la cité économique de la ville phare du Bénin qui prévoit aussi l'érection des bâtiments administratifs de type nouveau, un réceptif hôtelier de grand standing et bien d'autres édifices. Le dispositif mis en place par le gouvernement pour lutter contre le trafic de drogue continue de faire des prouesses après la saisie record de 2 tonnes 500 kg de cocaïne dans un entrepôt à Ekpé. C'est une nouvelle saisie de 10 kg 500 g d'héroïne qui a été opérée, une affaire dans laquelle sont impliqués des agents de police et des eaux et forêts. Pour éclairer l'opinion publique, le procureur spécial de la Criette a donné ce matin un point de presse. Voici ses explications. Le mardi 12 octobre 2021, peu après 15 heures, le sieur Touré Abdelkader a été interpellé au quartier Toklegbe, dans le 1er arrondissement de Cotonou, en compagnie de 3 autres personnes, par l'Office central de répression du trafic illicite de drogue et précurseurs, au CERTIB. L'intéressé, arrivé à Cotonou 1 heure plus tôt, par le vol Rwandair en provenance d'Afrique du Sud, et porteur d'une valise, la remettait au nommé Madouka Oké lorsqu'il a été mis aux arrêts.
La fouille de cette valise a permis d'y découvrir, caché dans les différentes parois, cet emballage d'une poudre blanchâtre d'un poids total de 10 kg 500 g. À l'analyse de cette substance, il s'est avéré qu'il s'agissait de l'héroïne. Des aveux des sieurs Touré et Madouka, ainsi que de l'exploitation des différents éléments de preuve collectés, il est apparu que ceux-ci ont bénéficié de la complicité de fonctionnaires de police et des eaux et forêts en service à l'aéroport international de Cotonou. Ces fonctionnaires, au nombre de 6, ont curieusement déserté leur poste de travail à l'atterrissage du vol ce mardi 12 octobre 2021. Ils ont, par conséquent, tous été interpellés. Au total, 10 personnes impliquées dans ce trafic ont été inculpées, sachant que le destinataire final du produit, ainsi que les autres membres de ce qui apparaît comme un réseau organisé, ont été d'ores et déjà identifiés et font l'objet d'une recherche active. Cette nouvelle procédure intervient 2 semaines après la saisie record de 2 tonnes 500 kg de cocaïne dans un entrepôt à Ekwe, et pour laquelle 12 personnes, dont des membres très influents d'un cartel utilisant l'Afrique de l'Ouest comme point d'expédition de grandes quantités de drogue vers l'Europe, ont été inculpés et placés en détention provisoire. À l'ouverture de l'enquête, il est apparu que certains d'entre eux étaient recherchés par les autorités judiciaires de plusieurs pays européens. Il faut préciser que jusqu'à leur arrestation au Bénin, ces individus avaient toujours réussi à passer les mailles de la traque policière. Il est à rappeler que le 18 mai 2021, une précédente saisie de 145,5 kg de cocaïne était intervenue au port de Cotonou. Dans cette procédure, 14 individus sont poursuivis et des mandats d'arrêt ont été émis contre d'autres personnes, ce qui pèse des soupçons de participation au trafic. Au nombre de celles-ci figure le sieur Hubert Albert Bernard Gouté, qui a été récemment interpellé à l'aéroport Mohamed V de Casablanca en exécution d'un mandat d'arrêt émis par la commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. D'ores et déjà, une demande d'extradition a été adressée aux autorités judiciaires du Royaume du Maroc. Ces différentes interpellations permettent de souligner l'efficacité des services en charge de la lutte contre le trafic de drogue. Ces services donnent ainsi la preuve de ce qu'ils sont de plus en plus aguerris et appliquent, sans retenue, la politique pénale du gouvernement tendant à une tolérance zéro face au trafic de stupéfiants. Je souligne pour terminer qu'au terme des articles 967 et suivants de notre code pénal, le trafic de stupéfiants est prévu et puni d'une peine d'emprisonnement de 15 ans. Je vous remercie. Un nouveau-né dans l'arène politique nationale, la Nouvelle Alliance, c'est le nom du tout nouveau parti politique porté sur les fonds baptismaux ce week-end à Parakou. Occasion pour Théophile Yarou, premier responsable de cette formation politique, de décliner les lignes maîtresses qui vont régir la vie du parti. Le point de la cérémonie dans ce reportage. Renforcer l'unité et la solidarité nationale à travers une gouvernance basée sur le social libéral. C'est l'une des principales motivations du parti politique La Nouvelle Alliance, un parti naissant porté ce samedi 16 octobre sur les fonds baptismaux dans la cité des Kobourou. Parti qui se donne pour mission de conquérir et d'exercer le pouvoir d'État. C'est ici, à la salle de l'alphabétisation, située dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou, que les travaux du congrès constitutif du dit parti se sont déroulés. Cérémonie déroulée en présence d'un nombre important de militants, de sympathisants, ainsi que des personnalités politiques et des citoyens curieux. À ceux qui pensent que le LNA est un parti de trop sur l'échiquier politique national du Bénin, je voudrais leur répondre que le Bénin reste et demeure dans le multipartisme intégral
est-ce que nous devons user de toutes nos astuces légales pour convaincre la partie du peuple qui, depuis un moment, extériorise un gros dédain pour les questions politiques? Créé conformément à la réforme du système partisan initiée par le chef de l'État actuel, le parti La Nouvelle Alliance ne se réclame ni de l'opposition ni de la mouvance. C'est un parti politique d'envergure nationale qui se veut capable d'apporter sa contribution au développement du Bénin dans le respect des tests en vigueur. Nous ne devrions pas avoir peur des réformes si leur finalité est d'assainir ou d'améliorer l'efficacité et l'efficience dans la gestion des affaires publiques. Profitant donc de la relative accalmie que nous observons depuis quelque temps, nous nous sommes donnés comme défi de créer et d'animer une formation politique d'envergure nationale capable de franchir tous les obstacles légaux et d'apporter une contribution de qualité dans la... Invité pour la circonstance, Moustapha Orougankou, deuxième adjoint au maire de la ville de Parakou et membre du parti Union progressiste, salue le courage et la vision des fondateurs de ce nouveau parti politique. Nous essayons de faire de l'Union progressiste un parti politique démocratique, ouvert et prêt à collaborer avec toutes les forces sociales qui partagent les idéaux de paix et de justice. Nous espérons vous compter parmi les forces qui œuvrent en ce moment pour la reconquête de notre dignité, de notre capacité à produire des richesses et les partager. Ensemble plus solidaires, plus forts pour des défis plus grands. C'est le slogan du parti politique La Nouvelle Alliance, parti dont le logo est représenté par une colombe blanche aux ailes pointées vers le haut dans un fond vert. Politique toujours, mais cette fois-ci on ne parle plus de naissance, mais plutôt de fusion entre deux formations politiques. Il s'agit du bloc républicain et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Le destin de ces deux formations politiques est désormais intimement lié puisque la mise ensemble est consacrée ce samedi au siège du parti bloc républicain Cotonou. Suivant. C'est fait, la mise ensemble du bloc républicain et de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Ceci intervient au terme des négociations puis de l'accord de leur mise ensemble entre la présidente du Haut Conseil de l'UDBN, Claudine Afiavi Prudencio, et le secrétaire général national du BR, Abdoulaye Biotchane. Avec cette fusion, Claudine Afiavi Prudencio est convaincue que le bloc républicain sera le plus grand parti politique du Bénin. Le bonheur qui nous unit aujourd'hui est un bonheur que je souhaiterais qu'il dure, je ne vais pas dire dans le temps, mais qu'il dure aussi longtemps que possible. Nous sommes venus au bloc républicain pour changer de rang au bloc républicain, parce que notre souhait, c'est que le bloc républicain soit le premier parti au Bénin. Voilà qui marque la détermination des deux partis politiques à devenir un. Et désormais, c'est le bloc républicain. Toutes choses qui réjouissent le secrétaire général national du parti, Abdoulaye Biotchane. Cette réunion de cet après-midi est une étape presque ultime de l'engagement que nous avons pris en commençant les négociations bipartites pour la mise ensemble des deux partis. Et notre objectif est commun, c'est celui que vient de rappeler Mme Prudencio, c'est de faire du bloc républicain le premier parti du Bénin pour faire la politique autrement. Ce parti est désormais un peu plus grand, ça nous impose davantage de discipline, ça nous impose davantage d'envie de grandir, et c'est à chacun de nous de faire un effort pour que ceci arrive effectivement. En confirmant la face du monde de leur acte, les instances dirigeantes s'engagent à œuvrer pour une application effective et intégrale des clauses de l'accord de mise ensemble.
On reste dans la rubrique politique, cette fois-ci hors du Bénin. Les Cap-Verdiens ont voté ce dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle avec 7 candidats en lice. Et selon les résultats provisoires de cette élection présidentielle, publiés après la fermeture du dernier bureau de vote, José Maria Neves, membre du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert, est élu président dès le premier tour. Eh bien, retour sur le déroulement du scrutin ce dimanche sur l'ensemble de l'archipel et dans plusieurs pays de la diaspora, faut-il le préciser. Sur place, la mission d'observation électorale de la CEDEAO conduite par son chef de mission, le général Salou Djibo, ancien président du Niger, a sillonné les bureaux de vote pour constater le bon déroulement des opérations. Suivant. Jour J pour le premier tour de l'élection présidentielle au Cap-Vert. À peine ouvert tôt ce dimanche, ce bureau de vote enregistre son premier électeur. Comme dans la plupart des centres de vote de Praia, la capitale, les agents électoraux de la Commission nationale électorale ont tenu le pari de l'ouverture à l'heure des bureaux. Précautions sanitaires liées au Covid-19, plus ou moins respectées par endroits. Néanmoins, le vote se déroule sous le regard du chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO au Cap-Vert et la délégation qui l'accompagne. On a pu constater que tous les bureaux de vote, les personnels sont tous en place et le matériel. Maintenant, il reste les votants et les représentants des candidats. Le matériel est en place, le personnel aussi est en place. Les électeurs vont se réveiller doucement, mais c'est ceux qui viendront. Dans l'après-midi, nous verrons que ça se sera amélioré. C'est dans l'après-midi que l'affluence est constatée au niveau des bureaux de vote. Des électeurs dans des files attendent leur tour. Ils sont un peu plus de 398 000 citoyens capverdiens et de la diaspora à s'inscrire sur la liste. Après 11 heures de temps électoral, les résultats provisoires seront connus la nuit du dimanche. Les tout premiers qui sortent à compte-gouttes et diffusés sur des sites spécialisés donnent déjà l'alerte de la victoire d'un camp, comme ici, dans les rues de la capitale, où les partisans du candidat de gauche José Maria Neves s'exultent. La nuit ici s'annonce longue. Du côté de la commission de la CEDEAO, la mission d'observation électorale fera sa déclaration préliminaire sur le déroulement. Et pour précision, les résultats provisoires de l'élection présidentielle sont connus dans la nuit du dimanche après la fermeture du dernier bureau de vote. José Maria Neves, membre du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert, est élu président dès le premier tour, âgé de 61 ans. L'ancien premier ministre de la gauche historique a recueilli 51,5% des suffrages, soit une majorité absolue face à son principal rival, Carlos Veiga, candidat du MPD, Mouvement pour la démocratie, parti au pouvoir. Loin de la politique, parlons à présent société et assistance. L'Agence nationale de protection civile, ANPC, poursuit son périple au chevet des populations victimes d'inondations. Elle était à Zanyanando pour soutenir les sinistrés à travers des vivres et bien d'autres produits de première nécessité. Le don marque le soutien et la solidarité du gouvernement à l'endroit de ses citoyens en situation difficile. Imet Hélène Amosso pour plus de précisions. L'acte fait suite aux dégâts causés dernièrement par la crue des cours d'eau traversant le département du Zou. L'inondation a touché plusieurs localités des diverses communes de la région à Gonli. Aux populations victimes de Pédekpo et d'Ovi dans la commune de Zanyanando, le gouvernement a apporté du soutien. Le don est composé de vivres et autres produits de première nécessité. L'appui subséquent vient de l'Agence nationale de protection civile ANPC et va permettre aux sinistrés de satisfaire quelques-uns de leurs besoins. Après ces événements douloureux pour les populations, nous sommes là pour les accompagner, leur apporter ce que nous appelons dans notre jargon une première assistance d'urgence. Nos populations, surtout de l'arrondissement de Pédekpo et de Dovi, en l'occurrence les populations de Agonve, de Wometo, Lokalangpe, Boto, à Kangon dans Dovi, sont totalement inondées. Nous avons demandé l'assistance de tout le monde, mais nous venons de recevoir un lot important de vivres, de moustiquaires, de nattes de la part de l'Agence nationale de la protection civile et donc du gouvernement de notre pays. Nous sommes très constants et nous sommes rassurés que nous allons travailler
dans la quiétude. Dans le rang des membres de la délégation de l'agence donatrice, ce don est une première assistance d'urgence. À ceci pourraient succéder ultérieurement d'autres appuis pour prendre en charge spécifiquement et convenablement les cas critiques qui seraient dénombrés parmi les victimes de l'inondation. À travers les interventions de l'ANPC, le gouvernement pense prévenir ou gérer au mieux les risques et catastrophes à la base. Plusieurs autres actions du genre sont en prévision pour renforcer la protection civile, ont affirmé les responsables de l'agence. C'est surtout la décentralisation de la gestion des catastrophes et donc de l'assistance. Et ça, c'est à travers le Fonds 4 qui est actuellement une réforme importante du gouvernement. Mais en dehors de ça, le gouvernement s'évertue aussi à faire des investissements durables qui permettent quand même de réduire l'impact des pluies, des inondations sur les populations. Le gouvernement est en train de faire sa partition, de jouer sa partition, mais comme on le dit, la protection civile, c'est à la base que ça se fait et c'est chacun qui assure sa protection. Et donc, il est question pour nos communautés, par rapport à tous les messages que nous leur donnons, par rapport à toute la sensibilisation qui est faite, que ces communautés-là développent la culture du risque pour être moins vulnérables. La remise de ce lot de dons témoigne de la solidarité du gouvernement envers ces populations vulnérables, en plus des projets envisagés par l'État central en vue de l'aménagement du territoire. Les autorités à la base ainsi que les populations sont appelées à jouer aussi leur partition pour que se réduisent les problèmes liés aux catastrophes naturelles. Alors à présent, à Natitengu, la cité de Nanto devenue pour la circonstance la ville de prédilection des forains des départements de l'Atakora et de la Donga. Objectif, promouvoir le label béninois à travers l'exposition et la vente des produits locaux peu connus du grand public. Cette foire est organisée par la direction départementale de l'industrie et du commerce et s'inscrit dans le cadre du mois du consommant local. Reportage. La promotion et la valorisation des produits localement fabriqués au cœur de cette exposition grand public sur l'esplanade de l'ex-CPIE de Natitengu. Pendant une semaine, les forains en provenance des 13 communes des départements de l'Atakora et de la Donga vont étaler à la face du monde des produits comestibles ou non, fruits de leur ingéniosité. C'est la foire interdépartementale de promotion de la consommation des produits locaux de l'Atakora et de la Donga. Une foire qui s'inscrit dans le cadre de l'édition 2021 du mois du consommant local instituée par l'UOMOA. En initiant cette foire interdépartementale, la direction départementale de l'industrie et du commerce veut faire découvrir aux populations les produits locaux transformés non encore connus du grand public. Cet objectif se décompose en quelques objectifs spécifiques que je me ferai le devoir de vous présenter. Le premier objectif est le suivant: amener les populations à intégrer dans leur consommation les produits locaux pour en faire leur habitude. Améliorer les revenus des entreprises locales intervenant dans le secteur de l'agroalimentaire. Contribuer à la création de la valeur ajoutée et à la pérennisation des entreprises locales. Aux côtés des autorités locales engagées dans la promotion du consommant local, des partenaires techniques tels Île-de-Paix, Prosar, Helvetas Coopération, Eclosio, Proagri et Bénébise. Dans une synergie d'action, ils se sont donné la main pour booster les activités socio-économiques dans les deux départements à travers cette foire. Ce rendez-vous revêt donc une importance particulière car il témoigne non seulement du dynamisme de nos entreprises et des emplois qui les font vivre, mais aussi de la vigueur de notre tissu économique et social et de cette étonnante capacité des territoires locaux à créer et à innover. Il rend aussi compte très concrètement de la volonté des politiques publiques et de l'engagement des partenaires au développement qui accompagnent et soutiennent les entreprises locales à travers différents projets d'entrepreneuriat, de formation et d'insertion professionnelle, d'agriculture durable et de sécurité alimentaire. La présente foire interdépartementale, faut-il le rappeler, permettra à coup sûr de renforcer la visibilité des produits locaux et booster l'économie locale. Une démarche qui est en parfaite symbiose avec la vision du gouvernement Talon qui œuvre inlassablement pour la promotion et la valorisation du label béninois.
Nous constatons de plus en plus que les jeunes et les femmes de notre pays manifestent un intérêt considérablement accru pour des initiatives entrepreneuriales. Cette nouvelle révolution fait suite à l'amélioration globale du cadre macroéconomique et aux initiatives de promotion du secteur privé par le gouvernement, seule alternative crédible de création de richesses et de lutte contre le chômage. Passé l'étape du discours protocolaire, les autorités présentes à cette cérémonie vont visiter les différents stands afin de toucher du doigt le savoir-faire des exposants. Les différentes bières, la bière ambrée. Parlons à présent de l'atelier d'installation des comités de gestion des subventions aux infrastructures piscicoles. C'est une rencontre qui se veut une étape importante dans la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières protéiniques. L'activité est couplée avec le lancement du premier appel à candidature. Ce sera l'occasion pour les participants d'internaliser le contenu du manuel de gestion des subventions à octroyer aux pisciculteurs en vue de renforcer leurs moyens d'action pour la réalisation d'infrastructures piscicoles. L'initiative va contribuer à sortir les populations des collines de l'ornière, notamment de la pauvreté et de la malnutrition. Dans la deuxième composante du projet d'appui au développement des filières protéiniques PADEFIP, il est prévu l'octroi des subventions aux pisciculteurs en vue de renforcer leurs moyens d'action, principalement pour la réalisation des infrastructures piscicoles. Et pour assurer une utilisation efficiente des fonds, un manuel de gestion des subventions a été élaboré. Le document a reçu un avis de non-objection de la part du bailleur. Ce manuel a prévu que les fonds soient gérés par des comités communaux de validation, les CCV, et le comité d'approbation, le CA, dans les 6 communes du département des Collines. Mesdames et messieurs les membres des CCV et des CA, la tâche est immense et votre responsabilité grande. Vous devez travailler sans désemparer, avec abnégation et sans complaisance aucune pour garantir un accès équitable à tous les pisciculteurs à ces ressources dont le socle reste l'esprit entrepreneurial. Le rôle dévolu aux comités communaux de validation est d'évaluer mais aussi sélectionner les dossiers de demande éligibles à la subvention. Le comité d'approbation, quant à lui, a pour mission l'approbation et l'attribution définitive des subventions sous réserve de l'avis de non-objection du partenaire financier qu'est l'Agence française de développement, AFD. Le projet vise à contribuer à l'amélioration des revenus des producteurs et à l'accroissement de la disponibilité en protéines accessibles financièrement en milieu rural à travers les actions de sa composante 2. Le projet attend impulser une nouvelle dynamique et à la filière piscicole pour inverser la tendance actuelle de dépendance du pays de l'importation du poisson. Le PADEFIP, comme nous l'avions dit, couvre la région centrale du pays qui comporte les 2 départements, les départements du Jour et des Collines, et couvre environ 710 villages. Le projet est financé à hauteur de 6 millions d'euros par l'Agence française de développement pour une durée de 5 ans. Pour mettre en œuvre le projet, il a été mis en place une unité de gestion légère et qui bénéficie de l'accompagnement de 2 opérateurs, à savoir le cabinet CEFAC pour la composante 1, appui à l'essor de la filière soja, et le groupement APDRA Aquadet IRAM pour la composante 2, appui au développement de la pisciculture continentale paysanne. Soulignons que ces assises de DASA visent non seulement l'internalisation du manuel de gestion des subventions, l'installation des comités communaux de validation, du comité d'approbation, ainsi que le lancement du premier appel à candidature dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième composante du projet d'appui au développement des filières protéiniques, PADEFIP. On les appelle généralement Z dans la cité de Nanto. À l'instar de leurs collègues dans les autres villes du Bénin, ils sont d'une aide capitale à Nati Tengou et presque tout le monde fait recours à leurs services pour se déplacer rapidement à un prix forfaitaire. Nous parlons bien évidemment des conducteurs de taxi-moto. Comment devient-on Z à Nati Tengou? Quelles motos utilisent-ils et quelle tenue pour les reconnaître? Autant de questions qui ont suscité la réalisation du magazine que je vous invite à suivre. Communément appelé Zé, à Nati Tengou, comme dans plusieurs localités du département de la Takora en général, les conducteurs de taxi-moto de la cité de Nanto
sont non seulement reconnus par le maillot aux couleurs nationales, mais aussi et surtout par les motos utilisées pour le travail. À Natitingo, c'est les motos Yanana qu'on utilise. Et les gens de Natitingo n'aiment pas les motos Ambrage, surtout Bajaj. Ils n'aiment pas les motos Bajaj, c'est Yanana. Si on utilise Bajaj, on ne gagne pas les clients. Moi-même, je suis venu trouver comme ça. Et moi-même, j'ai pris Yanana et j'utilise. À Natitingo, notre couleur, c'est le drapeau du Bénin. Vert, jaune, rouge. Donc le vert est complet et le jaune est coupé en morceaux, collé derrière et l'écriture est en rouge. Mais comment devient-on de façon légale conducteur de taxi-moto à Natitingo? Les deuxième étude du métier aussi comme tous les autres. Avant de commencer ça, il faut d'abord s'approcher du test supérieur et demander des renseignements parce qu'il y a des papiers qu'il faut venir. Je suis allé voir le président de mon association qui m'a donné une fiche que j'ai payée. Après cette fiche-là, je suis allé acheter le maillot à 2000 et je suis allé à la mairie, j'ai eu le numéro à 5000. Après ce préalable, l'individu identifié à la mairie par son numéro retourne vers son association qui devra désormais répondre de lui pour une enquête de moralité et d'éventuels conseils de bonne conduite en circulation. Quand il vient là, nous, le quartier, lui, l'habille, on nous pose toutes ces questions. On prend toutes les informations là sur le papier. Et ici, on prend son contact et contact d'un voisin, d'un parent, on prend ça. Avant, les sécurités le prennent et ils lui montrent le code. Un peu pour voir s'il met, il nous dit prends-moi. On lui dit prends ça, c'est interdit. Il prend, on l'amende. Maintenant on le revient, on l'amène à la raison de la manière il faut rouler sur la voie. À ce stade, l'intéressé peut signer un contrat avec un particulier qui lui laisse une moto en travail payé. En ce qui concerne le travail payé, je crois que l'individu s'entend avec le propriétaire qui peut l'acheter la moto à l'état nouveau. Là, il lui remet la moto, ils s'entendent, c'est-à-dire j'ai un contrat quoi, à durée déterminée. Peut-être les contrats vont être de 11 mois à 1 an. Donc il vous remet la moto, vous travaillez et vous lui rendez compte par jour. Ça dépend du prix que vous vous êtes fixé pour que vous finissez votre contrat à temps. Il y a des moments où la moto se gâte et lorsque la moto se gâte, que vous êtes en contrat, c'est votre problème. C'est vous qui payez les frais de réparation chez le mécanicien. Le propriétaire, ce n'est pas son problème. Lui, il est assis, il attend 2000 francs par jour. Mais lorsque vous démarrez une activité, aussi petite ou aussi grande qu'elle puisse être, ça dépend de ce qui vous amène dedans. Et si vous savez que vous devriez manger dedans, vous devrez vous nourrir dedans, vous devrez vous soigner dedans, vous devez vous donner. Des contrats souvent difficiles à gérer, mais qui n'empêchent pas le Zémidjan de s'en sortir. Moi, je suis conducteur de taxi moto. Mais tenez-vous tranquille, je ne me plains pas. Parce que j'ai le minimum. Et pour moi, lorsqu'on a le minimum, on peut dire qu'on est heureux. C'est vrai, tous les jours, ce n'est pas rose. Mais j'ai le minimum parce que je peux manger, je peux nourrir ma petite famille, je peux me soigner, je peux me vêtir. Donc j'ai le minimum. Ça ne veut pas dire que c'est bon, mais je remercie Dieu. Mais dans ce grand nombre de conducteurs de taxi-moto à Natitingo se trouvent des brebis galeuses. Certains manquent de franchise et d'autres d'hygiène. Il y a d'autres qui ne sont pas du tout propres. Quand il te prend, tu veux vraiment vite arriver là où tu vas et descendre. Parce qu'il n'est pas propre. Il y a aussi l'odeur corporelle. Il suffit seulement qu'il respire là, tu es dégoûté. Deux personnes auront le même numéro, c'est très dangereux. Si tu prends un client par exemple, et tu disparais avec le colis du client, il vient donner le numéro. On regarde, on voit que celui qui a le vrai numéro n'est même pas concerné. Alors que celui qui a le faux numéro, lui disparaît dans la nature. Aussi dégoûtantes que soient ces attitudes de certains qui tentent de ternir l'image de la masse, la plupart des émigrants de Natitingo vivent dignement de leur métier. Et malgré les taxes annuelles qui les font courir ça et là en fin de chaque année, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu et deviennent au bout d'un an ou plus propriétaires de motos.
Ils sont certes très indispensables dans le transport urbain, mais c'est aussi une corporation qui a ses côtés obscurs. Et bien pour lutter contre la fatigue et conduire plus longtemps, nombreux sont ces émigrants qui consomment des produits psychotropes. Une liaison dangereuse qui n'est certainement pas sans effet négatif. Quelle est l'ampleur du phénomène et quelles en sont les conséquences non seulement pour eux-mêmes, mais aussi autour d'eux? La réponse à travers une enquête réalisée sur les émigrants de Porto Novo et environ. Suivant. Dans la ville de Porto Novo, ils sont identifiables à leur uniforme de couleur bleue. Eux, ce sont les conducteurs de taxi-moto, communément appelés émigrants, qui prennent une part importante dans le transport urbain. Un métier que beaucoup de jeunes de Porto Novo et des périphéries ont embrassé, faute du mieux. Celui qui vient dans émigrants, ce n'est pas par plaisir. C'est quelque chose qui a laissé les rentrer dedans. J'ai étudié un peu. Comme on le dit, c'est le temps où le recrutement s'est arrêté. C'est là où nous on est arrivé, on a laissé. Un chauffeur, nous d'alors, quelqu'un. Quoi faire? Vous voulez nous prendre les mados, mes machines romo. Bon, moi, donc, et moi, la tenté, c'est bien, par contre, et la marché. Faute du mieux donc, ils sont devenus des émigrants. Mais le métier est bien difficile. Conduire à longueur de journée, sous le soleil, le vent, la pluie, dans les trous, finit par déteindre dangereusement sur la santé, ont-ils confié. Les émigrants, ils m'ont bien vie. Puisque, ils doivent boire. Ils doivent boire. Les émigrants, ils ont domaine. Ils ont bon domaine. Ils ont bon poussière. Ils ont bon azizone. Ils ont bon demain. Mado choix. C'est médian et doit ouvert. Et maintenant nous béton qui vient tomber demain. Dans nos dit quoi? Parce que à Bassa vivait c'est médian de commune. À Bassa 6 ans ouais. Alors c'est médian ouvert. Allumayo midi. Agoma agbondo meji kun jade ando chanjo andi dene ko agba iwe gbele no fatigué bi complet. Asimeto le ya dara me to. Ti fo. Bon donc face à la pénibilité du métier, les conducteurs de taxi-moto ont bien des secrets pour tenir le coup et se sentir d'aplomb même après de longues heures de conduite. Pour beaucoup, les produits psychotropes, tramol, tramadol, mélangés à d'autres décoctions, deviennent une solution. Otumenewa bohe amasenewa wemino yolo trambo bosi bien que ni atunule ama ato ilebo tumegmore ama santi ni pepe azianto ke nka sana kwa ina ho leleti emoto na me amuno ama damu bo leleti hagbere leti mo ni enu kakare ni ewa ihwegbere so nbe asieto le nyafu bo so to yin ni wo me humi nanu na mi ero o so mo ni eton ero de dule ni ate je dome amamo a ouvert les voies. Nkaledo kwebula pharmacie bona si kwati ken. Donc on est obligé même à tailler les minonu majorité quelqu'un contre à taille café ndé minonu. Si le conducteur de taxi-moto trouve en ces produits psychotropes des effets bénéfiques, le spécialiste de la santé, par contre, les déconseille vivement. Ce sont des médicaments traditionnels. Ce sont des médicaments importés de la sous-région, surtout le tramadol. Ils les consomment pour travailler de façon démesurée, pour travailler pendant longtemps et ne pas sentir la fatigue. Mais je leur dis clairement que vous êtes en danger. Vous mettez votre cerveau en danger. Vous mettez les deux reins qui filtrent les urines en danger. Vous mettez votre cœur en danger. Vous mettez le foie et le pancréas en danger et vous mettez votre vie en danger globalement. Et vous allez souvent faire des accidents. Parce que surexcité comme vous êtes ou infatigable comme vous êtes, vous allez vous retrouver dans une hyperagitation, sans contrôle, à prendre trop de risques et à causer beaucoup d'accidents de voie publique. Quand vous travaillez et que vous sentez que votre organisme s'est épuisé et que vous êtes fatigué, le seul médicament contre la fatigue, c'est le repos. Deuxième chose, vous passez beaucoup de temps sur la voie publique, sous le soleil. Vous devez boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, il faut au minimum
2 litres au moins par jour, parce que vous êtes sous le soleil, vous transpirez beaucoup, vous perdez beaucoup d'eau et beaucoup de sel, les sels minéraux. La sentence du spécialiste de la santé est sans appel. Les produits psychotropes mélangés aux décoctions qui sont vendus au coin des rues pour soi-disant lutter contre la fatigue sont dangereux pour la santé et les étudiants sont invités à en tenir compte. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée en compagnie de Canal 3 Bénin.